Mesdames, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Steph Nimby, qui est le directeur international du cabinet Beaubourg Patrimoine, que je gère. Et moi, je suis Patrick Fontan, comme vous pouvez le constater sur la photo. Donc, vous êtes déjà très nombreux, comme souvent, et je vous en remercie. Ce que je vous propose, donc le thème du webinaire de ce soir, c'est de voir comment les Français de l'étranger peuvent créer des revenus complémentaires avec leur épargne. C'est une problématique qui est récurrente pour nous dans le métier de la gestion de patrimoine. Beaucoup de personnes veulent préparer leur retraite ou veulent préparer leur retour en France sans entamer leur capital et donc cherchent des produits qui délivre des revenus. C'est pas toujours simple, comme on va le voir ce soir, et de toute façon, c'est l'objectif de notre webinaire du jour. Donc, ce que je vous propose, on va aborder trois types de produits qui peuvent générer des revenus. Il y en a d'autres, hein, on les évoquera très très vite, mais on aurait pu être un peu plus disert sur leur cas. Le premier type de produits qui délivrent du revenu, c'est les titres financiers qui sont cotés. Hein, c'est des choses que vous connaissez, les actions, les obligations, on en reviendra un petit peu dessus pour voir comment ça fonctionne et comment on peut capter du revenu à partir de ces titres cotés. Steph nous parlera d'immobilier aussi. Donc l'immobilier, ça peut être de l'immobilier qu'on achète en direct, ça peut être de l'immobilier qu'on achète sous forme de véhicules mutualisés. Donc Steph va nous expliquer tout ça et on verra que c'est peut-être un peu plus intéressant pour avoir du revenu de se focaliser sur les produits mutualisés. Dans une troisième partie, on va aborder des produits un peu plus marginaux, un peu plus de niche, je dirais. C'est tout ce qui est dette privée. Donc, c'est des produits où on n'a pas vocation à être actionnaire. On détient une créance sur des opérateurs privés. C'est des créances qui ne sont pas cotées. C'est des opérateurs privés qui ne sont pas des multinationales. On a plus de rendement, on a un petit peu plus de risques. On essaiera de voir s'il y a des sujets qui sont intéressants sur cette thématique. Et puis ensuite, on conclura, comme on le fait souvent avec nos webinaires, sur notre cabinet. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter à vous en tant que Français de l'étranger? Quel est notre savoir-faire? Et sur quel domaine on peut exercer notre activité. Voilà un petit peu la thématique de ce soir. Avant de commencer à dérouler les produits financiers et les produits immobiliers qu'on a ambition de vous exposer ce soir, juste une petite introduction parce que tous les produits dont on va vous parler ce soir, vous allez voir qu'il y en a qui génèrent des revenus élevés, d'autres qui génèrent des revenus moins élevés. La tentation, c'est de se dire, ben, je prends ce qui rapporte le plus, mais vous le savez, il y a une loi fondamentale dans la finance, une loi d'airain, qui est que plus l'espérance de rendement d'un actif financier est élevée, plus importante est la prise de risque qu'on va prendre. La finance, c'est pas magique. Il ne faut pas croire les âmes charitables qui vous promettent la lune avec des placements garantis. Ça n'existe pas. Donc, il faut à chaque fois qu'on examine des produits, regarder quel est le risque sous-jacent et si le risque sous-jacent il est compatible avec son propre appétit au risque. Et puis c'est moyen parce que quand on est aisé, c'est plus facile de prendre des risques que quand on a moins d'argent. Juste pour balayer quelques notions fondamentales avant d'attaquer les produits, comment on mesure la performance d'un actif financier, quel qu'il soit. La performance d'un actif financier, dans une période, vous prenez la période de fin, vous prenez la période de début, vous comparez. Et ensuite, il y a deux moyens d'apprécier cette performance. Soit vous allez mesurer le taux de rendement de l'investissement, ce qu'on appelle le TRI. Donc, j'ai investi 100, je récupère 150 au bout de 2 ans, et je vais calculer quel est le TRI, le taux de rendement moyen sur les 2 ans, qui correspond à cette progression. Première méthode. Et la deuxième méthode, c'est la méthode du multiple. Et donc, la méthode du multiple, si vous investissez 100 et que vous avez gagné 200 en fin de période, vous allez gagner 2. Mais évidemment, c'est pas la même chose si vous faites un multiple de 2 en 2 ans que si vous faites un multiple de 2 en 10 ans. Le rendement annuel, il n'est pas le même. Donc voilà un petit peu les deux notions de base pour mesurer la performance d'un actif financier. Alors,
le sujet de ce soir, c'est le rendement des actifs financiers, pas la valorisation, pas la performance, l'augmentation de la performance. Donc, le rendement d'un actif financier, ça va être le rapport entre le revenu que cet actif financier vous distribue et la valeur sous-jacente du dit actif. Et donc, vous voyez bien que ce rendement, il va être indépendant de la valorisation sous-jacente de l'actif immobilier qui peut varier à la hausse ou à la baisse. Vous, ce qui est important, c'est quel est le coupon que vous allez toucher chaque année produit par cet actif financier et par rapport à votre mise de départ. Donc ça, c'est le rendement d'un actif financier. Donc, comment on va apprécier le rendement? C'est pas magique. Le rendement d'un actif financier, par exemple une obligation cotée, il va y avoir deux composantes. La première composante, c'est la composante taux. C'est, je dirais, la matière première d'un produit financier. Donc, les banques centrales mondiales, elles ont une action décisive sur les liquidités qui sont présentes dans les économies mondiales. C'est ce qui leur permet de piloter leur politique monétaire. Et donc, quand elles augmentent leur taux d'intervention, elles vont un petit peu réduire la liquidité sur les marchés. Ça va avoir tendance à faire monter les taux sur tout le marché et à faire ralentir l'économie. Et si l'économie ralentit, l'inflation va baisser. Et c'est souvent l'objectif qui est recherché dans ces périodes-là par les banques centrales. Donc le taux, c'est la matière première. Il peut varier. Hein. On a eu des taux négatifs et on a aujourd'hui des taux qui sont 3 ou 4% plus chers qu'ils ne l'étaient en 2021. Cette composante taux, on va considérer que c'est un taux sans risque. Donc le taux sans risque, ça va faire sourire certains d'entre vous qui nous écoutent. En France, on va considérer que c'est une obligation du Trésor à 10 ans. On dirait c'est pas forcément sans risque, on peut en discuter, mais il faut bien un point d'accroche. Et le point d'accroche, normalement, la dette souveraine, c'est la dette qui présente le moins de risques. Toutes les autres sont des variantes de la dette souveraine avec une prime qui va s'ajouter parce qu'elles sont un peu plus risquées. Donc j'en arrive à la deuxième composante du rendement d'un actif financier, c'est la composante risque. Et donc la composante risque, c'est quoi? C'est quelle est la probabilité que l'entreprise ou l'association ou l'État qui a émis une obligation puisse défaillir dans la période durant laquelle cette obligation va courir. Donc c'est le risque de défaut, ça peut être aussi le risque de liquidité. Hein, si une obligation est très peu liquide, les investisseurs demanderont une prime de risque un peu plus élevée. Donc quand vous voyez le rendement d'une obligation, dont on va parler pendant de nombreuses minutes ce soir, une obligation qui rapporte 5 et une autre qui rapporte 9, c'est qu'il y a quelque chose entre les deux qui les distingue. Donc ça peut être que le risque est plus important, ça peut être que la zone géographique n'est pas la même, mais il y a forcément une explication à cela. Et il faut bien comprendre aussi que comme cette composante taux qui vient des banques centrales évolue avec le temps, puisque les banques centrales, elles essayent en permanence de piloter les liquidités monétaires, eh bien le rendement d'un actif financier, il va bouger. Et il est évolutif. On y reviendra plus tard. Donc l'objectif de ce webinaire, après avoir rappelé très rapidement ces fondamentaux, c'est de vous présenter une gamme de placements qui ont vocation à distribuer des revenus. Donc on ne va pas vous présenter des placements qui ont des perspectives de valorisation importantes, qui pourraient vous servir par exemple comme complément au moment de votre retraite, mais qui vous obligerait quelque part à piocher dans votre capital. Notre objectif ce soir, c'est de vous présenter des placements qui délivrent du revenu. Évidemment, on mettra en regard, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, le revenu qui est attendu avec le risque sous-jacent. Et puis, on va essayer aussi de vous proposer, parce qu'on sait que c'est une préoccupation, des placements qui sont accessibles à vous qui n'habitez pas en France. En essayant, quand c'est possible, de vous parler un petit peu de fiscalité. Donc, voilà en quelques mots l'introduction que je voulais faire avant d'entrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, ce sont les produits financiers cotés. Donc ça, c'est le placement qui est le plus facilement accessible. Les titres financiers cotés, on va en évoquer deux ce soir, les obligations et les actions. Ces obligations et ces actions, vous avez deux manières de
de les souscrire. La première manière, celle que vous connaissez le plus naturellement, c'est ce qu'on appelle les titres vifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez passer un ordre à une banque pour acheter une action ou pour acheter une obligation, ce que on va appeler titre vif. Donc vous investissez en direct, vous confiez à personne la responsabilité d'investir, c'est vous qui maîtrisez le choix d'investissement. Donc sur les titres financiers cotés, j'en ai identifié deux qui rapportent. Le premier, c'est pas celui auquel on pense le plus naturellement, ce sont des actions de rendement. Donc qu'est-ce qu'on appelle actions de rendement? Juste en quelques mots, les sociétés, dans leurs activités quotidiennes, elles vont dégager un excédent de trésorerie. C'est leur but, c'est l'objet d'une entreprise. Cet excédent de trésorerie, il va servir à quoi? Il va servir à financer les investissements à long terme, ce qu'on appelle dans le jargon financier les CAPEX. Ça va servir à financer leurs dépenses courantes. Et donc, une fois qu'elles ont financé les besoins d'investissement, une fois qu'elles ont financé les dépenses courantes, il leur reste peut-être, si elles ont été rentables, de la trésorerie. Cette trésorerie, elles peuvent la stocker à la banque, peut-être parce que les investisseurs ne veulent pas les faire une année donnée, mais elle veut les faire dans 2 ou 3 ans. Peut-être parce qu'elle envisage de faire une OPA sur une autre société dans quelques temps. Donc, elle va stocker cette trésorerie en attendant un placement meilleur. Mais elle peut aussi décider, et sous la pression souvent de ses actionnaires, de reverser cette trésorerie excédentaire aux actionnaires. Pour reverser cette trésorerie excédentaire aux actionnaires, schématiquement, il y a deux moyens. Elle peut utiliser cette trésorerie pour racheter des actions de ceux de ses actionnaires qui veulent les céder. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rachète ses actions et souvent, elle les annule. Ça veut dire qu'elle va réduire le nombre d'actions disponibles pour une même entreprise. La conséquence, c'est que les actions après ces rachats, elles valent un petit peu plus unitairement, puisqu'il y en a moins au global. Donc, les investisseurs financiers sont friands de ces rachats d'actions parce que fiscalement, c'est un peu moins coûteux pour l'investisseur actionnaire que des dividendes et parce que ça permet de booster le cours. Donc, simplement, ces rachats d'actions, souvent, les entreprises les réservent quand elles ont vraiment un surcroît ponctuel de trésorerie parce que quand elles veulent afficher vis-à-vis de leurs actionnaires des dividendes réguliers pour les fidéliser. Donc, le rachat d'actions, c'est ce qui va au-delà du dividende. Et le vrai rendement, c'est le dividende. Donc, c'est lui qui constitue la clé de voûte de la politique actionnariale d'une entreprise. Les chefs d'entreprise sont très réticents à baisser les dividendes parce que ça donne un mauvais signal au marché, puis parce que ça ne récompense pas leurs actionnaires. Et il y a des sociétés qui sont spécialisées pour verser des dividendes élevés. On va voir pourquoi elles ont besoin de verser des dividendes élevés. Et ces sociétés qui ont pour caractéristique de verser des dividendes élevés, on va caractériser leurs actions comme des actions de rendement. Il faut être lucide. Pendant très longtemps, Apple n'a pas distribué de dividendes. Maintenant, ils en distribuent beaucoup. Mais pendant une vingtaine d'années, ils n'ont pas distribué. Ils ont distribué zéro dividende. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient dans une situation, si vous vous rappelez le slide précédent, où la trésorerie qui dégageait de leur exploitation, elle était entièrement dévolue au développement de l'activité. Ils voulaient développer leur business. Et donc, c'était beaucoup plus rentable de développer leur business que de reverser l'argent aux actionnaires. Et ils l'ont fait pendant 20 ans. Maintenant, ça leur a permis de gagner beaucoup, beaucoup d'argent qu'ils redistribuent maintenant aux actionnaires. Mais on voit bien que les sociétés qui vont distribuer beaucoup de rendement, c'est les moins sexy, c'est celles qui ont le moins de perspectives de développement. Donc, elles vont choyer leurs actionnaires pour éviter une OPA ou pour les fidéliser. Et donc, mais c'est pas forcément des sociétés qui vont faire faillite. Donc, on va retrouver, je vous ai illustré ces actions de rendement par 3 valeurs que vous connaissez, qui sont des valeurs on va considérer que c'est la vieille économie. Hein, c'est pas des secteurs où on va avoir des chiffres d'affaires qui progressent de 15% par an, mais où il y a du rendement à récupérer pour pas forcément un risque énorme. Donc, je vous ai pris comme exemple une foncière cotée. Par exemple, Unibail-Rodamco, hein, Unibail, c'est les centres commerciaux les plus importants de France, hein, à Vélizy 2, par exemple, ou à La Défense.
Et donc ça rapporte quand même du 5,3% aujourd'hui sur le cours sur le Boursorama d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle les utilities, donc tout ce tout tourne autour de l'énergie, des services publics. J'ai pris comme exemple Engie. Engie, c'est quand même 7,3% de rendement. Et les télécoms, typiquement un secteur qui va distribuer beaucoup de dividendes, Orange, ça rapporte aujourd'hui du 6,60. Vous voyez que vous êtes quand même sur des rendements qui sont comparables à des rendements d'obligations un peu risqués. Donc, alors que là, vous n'avez pas juste un titre de créance contre une entreprise, mais vous êtes aussi copropriétaire de l'entreprise au travers des actions. Donc, si la société se développe un petit peu, ben vous pourrez aussi peut-être bénéficier de la revalorisation du cours de l'action. Mais en tout état de cause, vous avez un rendement qui permet de voir venir. Il y a des fonds qui sont spécialisés, on en reparlera tout à l'heure, qui sont spécialisés sur ce type de valeur. Bon, attention, quand même, les rendements, il faut se méfier. Par exemple, pendant un moment, Atos a beaucoup rapporté, tout ça parce que le dividende passé, le dividende c'était le passé et qu'ils n'avaient pas du tout la trésorerie pour le repayer l'année d'après. Donc, il faut s'assurer, quand on choisit des actions de rendement, que le rendement il est pérenne. Si la société elle est en train de péricliter, ben, le rendement vous l'aurez jamais. Mais les trois secteurs qu'on a évoqués là, c'est des secteurs qui traditionnellement versent des dividendes élevés et durablement. Alors, le placement auquel on est le plus naturellement attaché quand on parle de placement qui rapporte, ce sont les obligations. Les obligations, c'est un type des créances que va détenir le souscripteur sur l'émetteur de l'obligation. Normalement, quand vous souscrivez sur le marché primaire, c'est-à-dire lors de la première cotation une obligation, lors de son lancement, bah, vous allez souscrire au nominal, normalement, par exemple pour une valeur de 100. Donc cette valeur de 100, elle n'est pas appelée à évoluer avec le temps. Hein. Si vous achetez une obligation de 100 qui vous rapporte 5, bah, votre obligation, dans 5 ans, facialement, elle vaudra toujours 100 et elle rapportera toujours 5. Sauf qu'une fois qu'elle va être cotée sur le marché financier, sa valeur relative, elle va évoluer. Pourquoi? Parce que si les taux dont on a parlé tout à l'heure, les taux de marché évoluent à la hausse, par exemple, ben les 5% que vous aviez obtenus au moment de l'émission, ben, si aujourd'hui le taux du marché est 7, ça veut dire quelque part que vous avez intérêt à vendre votre obligation pour en acheter une qui rapporte plus. Et le marché ayant naturellement tendance à s'équilibrer, ça veut dire que la valeur des 100 de votre marché d'origine, elle va baisser pour s'ajuster aux 7% que vous pouvez avoir sur le marché. Ça veut dire que sur le marché, votre obligation que vous achetez avec un rendement de 5%, eh ben, elle va baisser pour s'ajuster, pour rapporter 7. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est un peu contre-intuitif, mais quand les taux montent, les valeurs obligataires baissent et réciproquement, inversement, je veux dire, quand les taux baissent, les valeurs obligataires vont avoir tendance à monter. Par exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, quand les banques centrales ont constaté que l'inflation devenait hors de contrôle en 2022, elles ont considérablement durci la politique monétaire. Et je peux vous dire que les obligations qu'on avait dans nos portefeuilles, elles ont perdu entre 7, 8 et 20, 25% de valeur. Donc, c'est pas des placements pépères quand on doit s'en débarrasser rapidement, parce que ça peut perdre parfois beaucoup, moins que les actions, mais quand même. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez aller acheter sur le marché une obligation cotée, ben, vous allez acheter un rendement de marché. Donc, ça veut dire que si vous aviez acheté votre obligation au début de l'année 2022, vous auriez peut-être eu du 2 ou 3%, et pour le même type d'obligation, 3 ans après, vous allez avoir du 5 ou 6%. Voilà un peu comment ça marche, une obligation cotée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rendement dont on vient de parler, il représente quoi? Mais il va refléter la politique des autorités monétaires. Plus elles sont sévères, plus elles restreignent les liquidités, plus ça va avoir tendance à augmenter le rendement de votre obligation. Ça va dépendre aussi des anticipations d'inflation. Si les investisseurs sur les marchés pensent que l'inflation va être hors de contrôle, ils vont vouloir se protéger et demander une prime de risque, un supplément de rendement pour couvrir le risque que l'inflation soit plus résiliée, plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc les anticipations d'inflation, c'est important. Les perspectives de croissance économique, alors ça joue un petit peu sur l'inflation, mais ça joue aussi sur la solvabilité de l'émetteur. Si on pense que la croissance économique
va être à la cave, on va se dire qu'il va y avoir des défaillances et on va faire attention, plus attention aux émetteurs et peut-être demander une prime de risque plus élevée. Euh, le rendement d'une obligation, il va dépendre aussi de la devise. Si vous avez une devise qui est mise en dollars, par exemple, ben, la prime de risque demandée par l'investisseur va être peut-être inférieure à si c'est une devise qui est mise en peso mexicain, par exemple, hein, pour caricaturer. Et puis, au bout du compte, on va regarder aussi quel est le risque propre à l'émetteur et la probabilité de défaillance au cours de la durée de vie de l'obligation. C'est tout ça qui fait le rendement d'une obligation. Donc, vous voyez, c'est pas si simple quand même, et on peut faire dire beaucoup de choses au rendement d'une obligation. Pour illustrer tout ça, je vous ai pris des exemples. Par exemple, en fonction des zones géographiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la politique monétaire est quand même très différente aux États-Unis, en Europe et dans les pays émergents. Aux États-Unis, la croissance est résiliente, l'inflation a du mal, elle est même dynamique. L'inflation a du mal à baisser, surtout on était monté à 9 ou 10, ponctuellement, on est même plus, on est redescendu assez rapidement autour de 3, mais là, depuis quelques mois, on a du mal à descendre en dessous de 3. Du coup, ben, les taux d'intérêt aux États-Unis sont plus élevés, là, les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine sont plus élevés que les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, qui, elle, a le problème inverse, c'est-à-dire que l'inflation elle est baissée beaucoup plus rapidement et au lieu d'être de tangenter les 3, elle est plutôt entre 2 et 2,50. Et dans certains pays, dont la France, elle est même en dessous de 2. Et surtout, la croissance économique est particulièrement atone. Et donc, on a besoin d'avoir une politique monétaire plus dynamique qu'aux États-Unis. Et donc, les taux, ils ont tendance à baisser plus vite en Europe. Alors, les investisseurs ils s'interrogent toujours pour savoir ce qui va se passer demain. Donc, est-ce que le fait que ça ait baissé beaucoup plus en France et en Europe ces derniers mois, ça préjuge qu'ils vont continuer à baisser encore dans les prochains mois? Ça, c'est le métier des investisseurs financiers de l'anticiper. Mais globalement, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Europe, les meilleurs, 2%, c'est un peu moins vrai depuis la semaine dernière, mais globalement, l'État allemand, qui est l'une des meilleures signatures européennes, il va se financer à 2 quelque chose, hein, 2,3 ou 2,4. Et puis après, ben, ça va monter comme ça jusqu'à 5, 6, 7% pour les émetteurs les moins risqués. Mais la même gamme d'obligations aux États-Unis, ça, au lieu de commencer à 2, ça va commencer à 4,5. Et au lieu de finir à 6-7, ça va finir à 9-10-11-12. Donc, vous avez plus de rendement aux États-Unis aujourd'hui. Autre exemple, vous pouvez prendre les pays émergents. Les pays émergents, ils sont dans une situation encore plus compliquée enfin pas compliquée, mais disons que vous allez avoir encore plus de rendement sur les pays émergents, mais évidemment, vous n'avez pas le même risque sur le Brésil que vous avez sur les États-Unis. Donc, ce qu'il faut quand vous choisissez des produits à rendement, c'est bien prendre en compte cette gamme de rendement, cette gamme de risques aussi, et choisir ensuite et positionner votre portefeuille, le diversifier. Nous, on aime bien, par exemple, les États-Unis, même si c'est pas à la mode aujourd'hui, parce qu'on se dit oui, il y a de l'inflation. Ouais, mais aux États-Unis, il y a peut-être de l'inflation, mais il y a du rendement. Et s'il y a du rendement, ça veut dire que bah, tous les ans, vous avez vos 5-6% qui tombent. En Europe, vous prenez le risque que les taux s'arrêtent de baisser. Et s'ils s'arrêtent de baisser, ben vous n'avez plus beaucoup de rendement. Vous allez avoir 3-4%. C'est pas pareil. Donc, vous avez une plus grande protection grâce au rendement aux États-Unis que vous n'avez en Europe. Et entre les États-Unis et l'Europe, vous avez le Royaume-Uni qui est dans une situation un peu intermédiaire et qu'on aime bien aussi. On aime bien aussi les obligations des pays émergents. C'est vrai qu'il y a un peu plus de risques. Mais nous, on travaille par exemple pas mal avec une société qui s'appelle IVO. Et IVO, c'est aujourd'hui 7% de rendement embarqué. Ils ont fait plus 10% en 2023. Ils ont fait plus 10% en 2024 et plus 2%, je crois, jusqu'à il y a quelques jours, je n'ai pas suivi depuis, cette année. Donc, vous avez peut-être un peu plus de risques, mais au global, on s'y retrouve. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur les obligations. Alors, plutôt que d'acheter des titres vifs, vous pouvez aussi être tenté en vous disant, bah, les titres vifs, sur une obligation, j'y connais rien, je suis pas spécialiste. Et puis, des fois, c'est des montants élevés. Donc, je vais plutôt aller essayer de les acheter
avec des véhicules collectifs. Un véhicule collectif, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en France les OPCVM, enfin en Europe d'ailleurs les OPCVM, donc ou les anciennes SICAV pour illustrer un petit peu ce que. Donc c'est des placements qui sont confiés à une société de gestion et c'est le gérant de la société de gestion qui va s'occuper pour vous de choisir des actions de rendement ou de choisir des obligations qui correspondent à ce que vous souhaitez, parce que chaque OPCVM va avoir sa politique d'investissement. Et vous, vous allez choisir l'OPCVM qui correspond à la politique d'investissement que vous recherchez. Voilà un petit peu comment ça marche. Je vous parlais par exemple tout à l'heure de la société IVEO qui fait pas mal d'obligations sur les pays émergents. Quand vous achetez un OPCVM IVEO Fixed Income, il s'appelle comme ça, vous allez avoir comme objectif d'investir dans des pays, des obligations dans des pays émergents, mais pas la Chine, parce que ça ne fait pas partie de l'horizon d'investissement de IVEO Fixed Income. Et vous allez confier au gérant le soin de choisir les meilleurs titres. Ouais, en contrepartie, il va falloir le payer, le gérant, parce qu'on ne travaille pas pour rien. Donc, un gérant obligataire, en général, bon, ça dépend des catégories d'obligations et tout, mais bon, globalement, comptez entre 1 et 1,5% au grand maximum pour un OPCVM obligataire. Les actions, c'est plus cher, même les actions de rendement. Vous allez peut-être entre 2%, des fois un peu plus. Il faut tenir compte aussi de ce que les gérants appellent les carry d'intérêt, c'est la rémunération à la performance qui peut, c'est pour ça qu'on a prévu un peu plus que 2%. Mais globalement, dites-vous bien qu'un OPCVM obligataire, vous allez perdre 1% de rendement au minimum chaque année pour rémunérer le gérant, et un OPCVM action, vous allez perdre 2% à peu près pour le rémunérer. Et donc ça va venir en déduction des rendements qu'on a vus tout à l'heure. Après, avant d'investir dans OPCVM, il y a deux types d'OPCVM. Donc, si vous cherchez du revenu, il faut que vous preniez un OPCVM de distribution. Donc, ça veut dire que c'est le gérant, il va s'engager à redistribuer aux porteurs des parts d'OPCVM les revenus que lui-même il a touchés des obligations ou des actions de rendement. Donc ça, c'est normé. Quand vous achetez un OPCVM, il y a des trucs, il y a des OPCVM D comme distribution, et ceux-là, ils distribuent des coupons. Ils le font en général une fois par an. Et si vous prenez un OPCVM de capitalisation, ben les revenus, au lieu de les distribuer, il va les remettre dans son encours et il va les réinvestir. Donc, si vous cherchez des revenus, vous avez plutôt intérêt à sélectionner des OPCVM de distribution. Il y a une dernière catégorie d'OPCVM, enfin pas d'OPCVM, de support financier qui permet d'investir dans les obligations, qui permet d'éviter de payer trop cher la gestion. C'est ce qu'on appelle, vous connaissez les ETF, et donc il y a des ETF qui sont spécialisés sur les obligations et qui permettent de distribuer les coupons qu'ils ont touchés. Alors j'attire votre attention quand même sur le fait que les ETF, autant sur les actions, c'est des supports qui sont des supports qui sont très souples, qui sont intéressants, qui sont performants. En obligation, les marchés sont moins liquides, c'est un peu plus compliqué parce que vous allez avoir autant presque de ETF qu'il y a de catégories d'obligataires, et des catégories obligataires, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il faut bien faire attention avant de choisir un ETF de distribution qui correspond à ce que vous cherchez. Voilà. Donc, on peut investir dans des véhicules collectifs. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Par rapport au support dont on parle, bon, les actions de rendement, et on a vu, vous pouvez acheter du NJ, vous pouvez acheter du Orange ou du Unibail. Voilà, ça, c'est pas très compliqué. Vous pouvez en trouver d'autres sur le marché qui vous rapportent. Vous n'êtes pas analyste financier, mais bon, vous connaissez Orange. Vous pouvez le faire tout seul. Les OPCM obligataires, c'est un peu plus intéressant parce que une obligation, souvent, il faut mettre au moins 100 000 euros pour y accéder. Donc, si vous voulez avoir un portefeuille un peu mutualisé, ça va tout de suite vous coûter très cher. En plus, les obligations, ce sont des produits extrêmement complexes. On a juste abordé tout à l'heure comment ça pouvait être complexe. Mais souvent, il y a des prospectus qui font 7, 8, 900 pages. Si vous voulez comprendre l'investissement que vous faites, vous avez intérêt à lire le prospectus. C'est un peu compliqué. Et puis, et voilà, donc c'est un métier d'investir dans les obligations. Il faut mutualiser son risque et c'est des montants initiaux élevés. Donc, pour nous, en OPCVM obligataire, c'est beaucoup mieux que d'investir directement dans des obligations. Et puis, on a voulu vous mettre, il y en a d'autres, mais comme ça pour illustrer, quelques OPCVM de distribution.
Donc, il y a le premier qu'on vous a présenté, c'est un OPCM, une société qu'on connaît bien. On a fait des webinaires avec eux. C'est une société qui s'appelle ASG qui investit dans des obligations émises en dollars, euh, souvent aux États-Unis, et qui sont sur des catégories, souvent ça s'appelle des produits subordonnés. Donc, c'est des produits qui sont entre de la dette et du capital, qui sont très, très techniques. Mais comme ils sont techniques et qui sont un peu plus risqués que les obligations traditionnelles, même si l'émetteur est de très bonne qualité, vous allez avoir des rendements qui sont assez sympathiques. Et aujourd'hui, Steph, il a regardé tout à l'heure, le ASG Dynamic Income, ça rapporte aujourd'hui en US dollars du 6,80. Donc c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'ils ont accès à des obligations qui leur rapportent 8 et ils ont 1% de frais de gestion derrière. Ensuite, vous avez la même chose en Europe, c'est le même type d'obligation. Là, on va avoir beaucoup de banques en Europe qui font ça. Et donc là, vous allez acheter les produits, euh, les produits hybrides de grandes banques européennes. Vous êtes sur le même gamme de rendement. Et donc, le ticket au subfin, c'est pour dire que c'est pas tout à fait des obligations financières classiques. Elles sont subfin, donc elles ont un peu plus de risques. Mais vous avez des émetteurs d'excellente qualité, vous avez quand même un rendement qui est bien supérieur à ce que vous pourrez trouver sur le marché aujourd'hui. Pour illustrer aussi tout ce qu'on vient de dire, on a voulu vous mettre un ETF. Donc un ETF qui distribue, on a trouvé le iShares, ça c'est la marque de BlackRock qui va vous permettre d'accéder au high yield américain. Donc vous voyez là, vous avez encore plus de rendement. Et puis ensuite, vous avez Mandarine que j'ai choisi parce que c'est le seul fonds d'action de rendement avec une part de distribution que j'ai trouvée. Donc vous voyez que on constate bien que les frais de gestion ils sont plus élevés parce que vous n'avez pas du 5, mais vous avez du 4. Alors que si vous aviez acheté des obligations européennes avec des frais de gestion réduits, vous auriez eu du 5,20 en souscrivant du Carmignac Crédit. Donc vous voyez, on vous a mis 5 fonds pour illustrer un peu ce qu'on venait de dire. Hein. Ce pas forcément les tip-top du secteur à chaque fois, mais on les a mis pour que vous voyez un petit peu par les chiffres ce qu'on vous a dit précédemment. Donc nous, on vous recommande quand même d'investir au travers des véhicules collectifs. Je vais laisser par la step parce que bon, quand on est français d'étranger, c'est facile de dire bah, ouais, je vais prendre du ASG Dynamic Income dans mon portefeuille, mais vous faites comment pour acheter du ASG Dynamic Income, Steph? Exactement. Alors, il y a effectivement deux manières de le faire, soit via un compte titre, soit via un contrat d'assurance vie. On peut le faire en France, on peut le faire au Luxembourg. On a également un partenaire aux États-Unis avec lequel on travaille. Ça va dépendre là de votre ticket d'entrée. Alors, sur le compte titre, l'avantage, c'est qu'on aura un large choix de supports. Euh, le montant minimum peut être dissuasif, notamment si on ouvrait le compte titre au Luxembourg, où les banques privées, les partenaires avec lesquels on travaille, vont exiger un ticket minimum de 500 000 euros. Voilà, là, ça ce sont les contraintes notamment pour les Français qui sont à l'étranger comme vous. C'est possible de le faire également via le contrat d'assurance vie luxembourgeois. On a également là un large choix de supports. En fait, sur le contrat d'assurance vie luxembourgeois, l'idéal, c'est de passer via un véhicule spécifique que nous, on recommande généralement à nos clients qui s'appelle le FAS, le Fonds d'assurance spécialisé. Il va falloir mettre un peu d'argent, au minimum au moins 250 000 euros. Et là, on aura quasiment toute l'attitude pour aller faire notre stock picking. Donc, on pourra aller sur les marchés en fonction du cahier de charges que vous nous aurez confié. On va pouvoir aller chercher les titres nécessaires pour alimenter le contrat d'assurance vie. Donc ça, c'est important de comprendre que le ticket d'entrée ici au Luxembourg, en tout cas, et notamment aux États-Unis, c'est important parce que c'est un ticket d'entrée qui est un peu plus élevé. Il y a la possibilité de faire la même chose en France. On travaille avec des partenaires en France avec lesquels on peut effectivement, via les contrats d'assurance vie. Donc pour synthétiser ce que vient de dire Steph, en fait, le compte titre, c'est très bien. Le problème, c'est de trouver une banque qui va vous ouvrir le compte titre. Si vous en trouvez une, globalement, vous allez avoir pas mal de facilité pour investir dans les titres dont on vient de parler. Si vous voulez investir au Luxembourg,
dans une banque luxembourgeoise, là, tout de suite, il y a moins de 500 000 euros, vous oubliez. C'est ça que voulez vous dire, Steph, par montant parfois dissuasif. Nous, on peut vous ouvrir, hein, on a des partenaires avec qui on travaille au Luxembourg, à 500 000 euros, on vous ouvrira un bon titre et on vous mettra des placements qui rapportent. Donc l'assurance vie, c'est bien aussi, surtout au Luxembourg, parce que vous avez un large choix de support, mais comme l'a dit Steph aussi, à moins de 250 000 euros, c'est compliqué. On peut faire, hein, c'est compliqué. À 125 000 euros, on peut ouvrir une catégorie qui s'appelle FID, où là, vous allez avoir accès à ces supports-là. Mais en tout état de cause, quand vous êtes en assurance vie, vous êtes sur des produits de capitalisation, et donc, quand vous allez mettre des produits de distribution dans des supports de capitalisation, c'est-à-dire qu'il va falloir racheter le dividende qui vous a été versé chaque année. C'est moins pratique. Et alors, au Luxembourg, ce rachat, il va se faire avec la transparence fiscale du Luxembourg. Et quand vous êtes en France, ça va se faire avec ce qui n'est pas la transparence fiscale française. Donc, vous allez avoir un peu de votre revenu qui va être appréhendé au travers de la fiscalité. Et puis vous allez avoir moins de choix parce qu'il y a deux, trois compagnies d'assurance avec qui on travaille en France assez facilement avec les Français et l'étranger. Elles ont un choix. Bon, il y en a une avec qui on travaille qui a un choix, ce qui est assez large, mais pas autant que ce qu'on aurait au Luxembourg. Donc l'assurance vie française, c'est plutôt quand vous avez des montants inférieurs à 100 000 euros à investir. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on voulait vous dire sur les produits financiers. Ce qu'on voudrait maintenant évoquer, Steph, c'est le spécialiste, on voulait évoquer tout ce qui est immobilier, parce que l'immobilier, ça a la réputation de rapporter. Donc, Steph, comment on peut faire pour gagner de l'argent en revenus en investissant dans l'immobilier? Effectivement, Patrick l'a longuement dit. Donc, un autre moyen d'aller chercher de l'argent en matière de placement, ce serait d'investir dans l'immobilier. Alors, dans l'immobilier, il y a plusieurs façons de faire. Une des façons, c'est de faire une acquisition en direct. Cette acquisition en direct peut se faire dans l'immobilier d'entreprise, par exemple, qui, elle, rapporte beaucoup, mais qui est difficilement accessible à des particuliers comme vous, parce que les tickets d'entrée sont beaucoup plus importants. S'ajoute également, en tout cas pour la catégorie des clients que vous représentez, toutes les contraintes liées au fait que vous êtes non-résident. L'autre façon de le faire, c'est de faire l'acquisition d'un logement. C'est peut-être le plus simple, même si ça nécessite également, il faut mobiliser les capitaux, donc il faut avoir les ressources pour pouvoir le faire. Vous le voyez là sur la présentation, on va avoir des rendements qui vont s'échelonner entre 3 et 10%. Alors, ça va dépendre de la zone géographique où se trouve le bien. Si vous achetez à Paris, intramuros par exemple, vous n'allez pas aller chercher du 10%, ça sera du 3%. Si vous allez un peu plus loin dans les villes comme Saint-Étienne ou Limoges, on peut aller chercher du 10%, mais le risque n'est pas le même. Auquel il faut ajouter une autre contrainte. Donc, il y a la contrainte du montant minimum qu'il faut mobiliser, mais voilà, il y a toutes les charges qui ne sont pas négligeables. Il y a les contraintes de gestion. Donc, vous avez dans certains endroits en France des plafonnements, des mécanismes de plafonnement de loyer. Donc, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez parce que tout ça est normé. Et vous avez également toutes les contraintes énergétiques qui s'ajoutent aujourd'hui au monde de l'immobilier. L'autre solution, c'est la solution intermédiaire, où on pourrait passer par de l'immobilier géré. Donc là, l'avantage pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin, vous, de pouvoir vous impliquer dans la gestion. C'est un professionnel, une société de gestion qui va le faire pour vous. Donc faire l'acquisition, par exemple, d'un bien dans une résidence étudiante ou dans les EHPAD, etc. Slide suivant. Donc en fait, vous allez confier à un professionnel la gestion de votre bien, c'est lui qui va aller chercher les locataires, en fait. Tout à fait. Qu'on va appeler des sous-locataires. Exactement. Et c'est ce qui est illustré sur le schéma qu'on a. Donc vous, en tant qu'investisseur, vous faites l'acquisition d'un bien que vous confiez à un exploitant. L'exploitant va aller chercher les locataires finaux et va vous reverser derrière des loyers. Alors, ça a des avantages importants. Vous avez des revenus qui sont garantis par l'exploitant. Donc, par conséquent, il faut faire attention à la qualité de l'exploitant que vous choisissez. Sur le plan fiscal, il y a énormément d'avantages parce que vous pourrez amortir, vous serez assujetti au BIC, TVA récupérable. Donc, il n'y a pas de souci de gestion, comme je l'ai dit avant.
et un ticket d'entrée qui va être beaucoup plus abordable que l'acquisition d'un appartement en direct comme on l'a vu avant. Alors, il y a des inconvénients, je l'ai également indiqué, un des inconvénients, attention à la qualité de l'exploitant, parce que en réalité, Ben, il y avait Pierre et Vacances, hein, à un moment, ils ont arrêté de payer les loyers. Il y avait Résidétudes, ils avaient la réputation d'être triple A en immobilier. Ben, à un moment, ils ont arrêté de payer les loyers, notamment pendant le Covid. Hein. Et donc, il faut faire. Et ça encore, on a pris des exemples qui sont pas les pires. Hein. Il y a aussi des exploitants qui ont déposé le bilan. Et quand un exploitant dépose le bilan, c'est désagréable parce que vous allez vous retrouver avec 40 ou 50 copropriétaires, il va falloir trouver un exploitant de remplacement en vous mettant tous d'accord. C'est pas des situations très agréables. Exactement. Attention à la solvabilité de l'exploitant. L'autre inconvénient, c'est le fait que vous n'allez pas pouvoir, vous, avoir la jouissance de ce bien. Donc, vous ne pourrez pas vous dire que lorsque vous viendrez en vacances en France, que vous allez pouvoir profiter de ce bien-là. Voilà, mais bon, globalement, ça vous permet quand même d'avoir accès, sans trop vous soucier, à des biens qui vont, à de l'immobilier résidentiel qui peut vous rapporter, bon an mal an, du 4%. Vous allez économiser la TVA, entre guillemets économiser, parce que vos loyers vont être assujettis à la TVA. Vous allez payer moins d'impôts parce que vous allez pouvoir amortir le bien. Mais attention, parce qu'à la fin, maintenant, depuis la dernière loi de finances, ben on va tenir compte des amortissements dans le calcul de la plus-value. Mais bon, globalement, ça reste une formule qui est quand même assez intéressante pour faire de l'immobilier d'investissement aujourd'hui. Et donc, on vous a fait une petite suggestion, mais il y en a d'autres. Hein, mais on a pris une résidence étudiante, parce que c'est quand même le secteur qui est encore le plus dynamique dans ce qu'on appelle l'immobilier géré. On l'a pris en région parisienne, parce que c'est là où il y a le plus d'étudiants, à Créteil, qui est une grande ville étudiante que je connais. La rentabilité, elle est un petit peu inférieure à 4%. Quand on dit rentabilité, attention, hein, parce que il faut quand même tenir compte. Alors, les impôts, ils vont pas être très élevés, mais par contre, il y a quand même la taxe foncière. Donc, il faut payer la taxe foncière. C'est pas les exploitants qui la payent. Donc, ça reste c'est pas une rentabilité exceptionnelle, mais si vous prenez des rentabilités bien supérieures, vous allez avoir des exploitants un peu plus fragiles. Là, vous avez un exploitant qui fait partie du groupe Nexity, qui est le premier ou deuxième opérateur français en résidence étudiante. Donc, vous avez quand même une certaine garantie de pérennité par rapport à vos loyers, et ça vaut mieux que d'avoir plus de rendement, mais plus avoir de loyer au bout de quelques années. Donc, voilà un petit peu le type d'investissement qu'on peut faire. C'est pas miraculeux, en direct. Il y a une autre solution. Il y a une autre solution. C'est effectivement un peu comme avec les actions et les obligations. Il y a la possibilité de faire ces acquisitions via un mécanisme de mutualisation. Donc, en passant par un support qui s'appelle les SCPI, là où vous allez venir, vous, avec d'autres investisseurs, mettre de l'argent, confier à une société de gestion qui, elle, va aller faire des acquisitions de biens immobiliers et derrière, vous verser des loyers. Alors, un des avantages très importants, c'est le ticket d'entrée qui est très faible. Donc là, au lieu d'aller mobiliser au moins 100 000 euros, comme on a vu dans les cas précédents, on peut le faire avec 15 000 euros, 20 000 euros, sans aucun problème. Il n'y a aucun souci de gestion, parce que là également, la gestion est confiée à un professionnel, qui est un professionnel qui a un agrément auprès de l'autorité des marchés financiers en France, donc qui est contrôlé. Un des avantages importants, c'est le fait de pouvoir, dans une seule souscription, avoir une diversité en termes d'actifs. Parce que généralement, les SCPI, vous allez avoir un peu de bureaux, vous allez avoir un peu de commerce, vous allez avoir des biens dans le domaine de l'hospitalité, vous allez avoir un peu de résidentiel, etc. Donc ça permet sur un seul ticket de pouvoir diversifier un peu son risque. C'est généralement pas des opérations patrimoniales, donc pas des opérations de court terme. C'est un investissement qui se conçoit comme un investissement de long terme. Je l'ai dit assez rapidement, mais voilà, l'objectif derrière, lorsque vous avez confié votre argent à une société de gestion qui, elle, gère la SCPI, l'idée derrière, c'est qu'elle, régulièrement, trimestriellement, semestriellement, régulièrement, va vous reverser des loyers. Alors, comment on se fait manger par l'impôt sur les SCPI? On se fait manger quand même. Hein. On se fait manger quand même, notamment pour les Français qui sont à l'étranger. Donc, évidemment, les loyers que vous allez percevoir des SCPI françaises
seront versés, enfin, seront taxés au titre de revenus fonciers. Vous allez subir un taux qui va varier qui va aller de 20 à 30%, auquel il va falloir ajouter 17,2 de prélèvements sociaux, malgré le fait que vous soyez français de l'étranger. Donc, vous voyez, on Vous peut allez payer pour un service auquel vous n'avez pas le droit. exactement. Vous pouvez facilement, enfin, voilà, laisser jusqu'à 47,2 d'impôts sur la table sur les revenus que vous allez percevoir. Et c'est pas fini. Sachez également que vos parts des SCPI, des SCPI, donc la valeur des SCPI, seront prises dans l'assiette de calcul de l'IFI. Si vous êtes redevable. Hein. Si vous êtes redevable. Donc, si vous avez d'autres biens en France déjà et qui ont une certaine valorisation, notamment si c'est situé à Paris par exemple, voilà, il faut faire attention à ce genre de choses, mais nous serons là. Alors, il y a une solution quand même pour en payer moins des impôts. Parce que là, on appelle les SCPI françaises, c'est une mauvaise appellation. C'est des SCPI, elles sont toutes de nationalité française, mais il y en a qui vont investir en France et il y en a d'autres qui vont investir en Europe. Exactement. Là, on a vu les SCPI françaises qui investissent en France, mais il y a des SCPI françaises qui investissent en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Alors là, évidemment, en termes d'impôts, c'est beaucoup plus intéressant parce que ce qui se passe, c'est que les conventions fiscales entre la France et les pays dans lesquels la SCPI est allée investir vont s'appliquer. Généralement, c'est beaucoup plus favorable que l'impôt qui serait retenu en France au titre de revenus fonciers. Donc ça, c'est très important. Et en plus, il y a une exonération des prélèvements sociaux qui représente quand même 10,17. Voilà. C'est pas magique, hein. On va quand même payer entre 20 et 30% d'impôts selon les pays, mais c'est moins cher qu'en France. Exactement. Donc, nous, quand des Français qui n'habitent pas en France viennent nous voir et nous disent qu'ils vont continuer à habiter hors de France pendant longtemps, on va leur recommander des SCPI européens. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter, que Steph va vous présenter, une SCPI européenne qui est connue, hein, qui est la plus ancienne et la plus rentable, et qui s'appelle Quorum Origine. Quorum, qui est un partenaire avec lequel on travaille beaucoup, notamment pour nos clients qui sont à l'étranger, qui a une SCPI qui marche très bien, avec une vraie antériorité. Donc on peut voir comment la SCPI a progressé depuis sa création en 2009. Cette SCPI a une capitalisation de plus de 3 milliards. Elle est investie uniquement en Europe d'ailleurs, aux Pays-Bas. Mais pas en France. Pas en France, évidemment. Donc on échappe aux prélèvements sociaux, les 17,2 qui pourraient être retenus au titre des revenus fonciers en France. Donc Pays-Bas, Italie, Belgique, il y a un objectif de rendement de 6%. C'est pas garanti, c'est l'objectif. Le rendement brut servi en 2024 était d'un peu plus de 6%. On a un taux de rendement sur 10 ans qui est de 6,75. Donc c'est une SCPI qui se comporte plutôt très bien, qui est constituée essentiellement, en tout cas à hauteur de 52% de bureaux, de 30% de commerce. Alors pourquoi on a choisi Quorum Origine? Il y en a beaucoup. Hein. Alors, il y a beaucoup de SCPI européennes, c'est à la mode depuis quelques temps, enfin depuis quelques années. Et donc, il y en a beaucoup qui se sont créés en 2023 et en 2024. Par exemple, je sais pas, on peut parler de Comet, il y a Sofidy Europe, je sais plus comment elle s'appelle, qui ont été créées récemment. Alors, ça a des avantages d'avoir une société créée récemment, c'est que la collecte qu'elle va réaliser, elle va l'investir tout de suite dans des immeubles qui rapportent dans une période favorable. Hein, parce qu'aujourd'hui, l'immobilier en Europe, c'est pas terrible, et donc on peut acheter pour les mêmes raisons que pour les obligations en 2022. En fin 2022, c'était intéressant de se positionner sur des obligations parce qu'elles rapportaient beaucoup. Ben là, vous avez des immeubles qui rapportent beaucoup aujourd'hui. Donc, si vous avez une SCPI de création récente, ben, vous n'êtes pas pénalisé par le poids du passé et vous pouvez être agile pour capter des immeubles qui rapportent. L'inconvénient, c'est que vous diversifiez moins votre risque parce que vous êtes sur une SCPI, je sais pas, Comet, ça va avoir 5, 6, 7 immeubles. Ça en aura beaucoup plus parce que ça collecte, mais c'est pas aussi sécurisé qu'un placement en Quorum Origine qui a 3,3 milliards quand même d'encours. C'est beaucoup. Donc là, vous avez quand même de la performance. Vous n'êtes pas sûr que les nouvelles SCPI rapportent beaucoup plus. C'est une SCPI dont la société de gestion a fait ses preuves et où votre risque il est diversifié. Voilà pourquoi on vous la présente ce soir. Ou Steph, et voilà pourquoi c'est la SCPI qui est la préférée de Steph.
Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse, Steph, il vous dira tout ce qu'il sait sur sur la SCPI Quorum. Il y en a d'autres chez Quorum qui sont pas mal aussi. Exactement. Mais attention, quand vous investissez dans une SCPI européenne, qu'elle soit bien 100% en Europe. Parce que, par exemple, Quorum, ils ont dans sa gamme une SCPI qui s'appelle Eurion, et ben, ils n'ont pas tous 100% en Europe. Et là, ben, c'est au prorata. Hein, vous subissez la fiscalité française au prorata de l'investissement français par rapport au total de la SCPI. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur la SCPI. Merci Steph. Alors, on a une troisième classe d'actifs dont on voulait vous parler ce soir assez rapidement parce que Steph il m'a dit qu'il y avait un match ce soir, il ne va pas le louper. Donc, on va sortir de ce qui est coté, on va sortir de ce qui est immobilier, on va rester dans la finance, mais dans la finance non cotée. Et voilà ce qu'on voulait vous évoquer dans une troisième partie. Là, on peut avoir du rendement. On a un peu plus de risque, mais on a quand même du rendement. Il y a trois sujets qu'on voulait évoquer ce soir dans la dette privée. Ce que vous connaissez, tout ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc, on va aller vite parce que nous, on n'aime pas ça. Le crowdfunding, ça a servi à deux grandes catégories de financement. Le financement immobilier, le financement de start-up ou de sociétés, plutôt de création récente. Donc, nous, on n'aime pas pourquoi? Parce que le financement immobilier, ben, c'était souvent pour faire les fonds propres des promoteurs quand ils n'en avaient pas. Donc, les financements de promoteurs quand ils n'avaient pas de fonds propres. Je ne vous fais pas un dessin, mais avec la crise de l'immobilier en Europe, c'est la catastrophe. Donc, ils ne le disent pas forcément, les plateformes de crowdfunding aujourd'hui, mais elles ont beaucoup de casse. Et nous, on se félicite de jamais avoir conseillé nos clients d'investir dans ce type de financement. Et le deuxième type de financement crowdfunding, c'est toutes ces sociétés qui cherchent à lever des fonds, soit sous forme d'actions, soit sous forme de dette, qui sont plus ou moins de création récente, qui font quelques centaines de milliers, au maximum quelques millions de chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment le maximum. Et là, vous allez vous retrouver avec, souvent, elles sont pas rentables. Donc, vous allez vous retrouver avec des sociétés risquées, avec un chef d'entreprise qui vous dit pas tout, qui va essayer de vous diluer au maximum parce qu'il a envie de garder le contrôle de son entreprise et de garder la création de richesse pour lui. Donc, vous avez un problème d'asymétrie d'information, vous avez un problème de risque. Des fois ça marche, mais globalement, c'est compliqué. Et nous, on n'en propose pas à nos clients. Ce qu'on propose, c'est autre chose. Donc nous, on a plusieurs solutions. Là, je vous en ai présenté ce soir que deux qu'on a validées et qu'on a agréé, avec qui on travaille. La deuxième, c'est une entreprise qui ne fait pas quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, qui fait pas quelques millions de chiffre d'affaires, mais qui fait 91 millions de chiffre d'affaires, en tout cas fin 2023, qui donc en fait beaucoup plus que 100 millions aujourd'hui parce qu'elle se développe très rapidement. C'est l'un des premiers producteurs français d'énergie solaire et son activité mondiale, ils exercent, vous le voyez sur la carte, aux États-Unis, en République sud-africaine, au Chili, en Espagne, beaucoup, et aussi en France, naturellement. Donc, nous, on aime bien ce producteur. Avant, on finançait une autre société qui s'appelait Photosol, qui s'est arrêtée de rechercher des financements privés parce qu'elle a été adossée à un groupe coté en bourse qui s'appelle Ruby. Donc, nous, on travaille avec CVE depuis cette date-là. CVE, c'est une société qui a fait appel à un fonds de private equity qui a investi pour 200 millions dans la société. Donc là, vous voyez, on est quand même au-delà du crowdfunding. C'est une société qui a un parc en construction qui est très important. On vous a mis quelques chiffres pour illustrer tout ça. Donc, ils viennent pas de nulle part. On attend la publication des chiffres 2024 pour les prochains mois et on les communiquera à nos clients à ce moment-là. Donc, la CVE, dans sa politique d'investissement, il recourt au financement bancaire, schématiquement. Il recourt au financement de private equity, mais pour les 200 millions qu'ils ont levés, ben à un moment ou à un autre, ils vont arriver au bout. Et le troisième moyen de financer cet énorme parc, c'est de faire appel à de la dette privée de particuliers qui va s'insérer entre le private equity du fonds d'investissement et la dette bancaire. Et c'est là où nos clients vont intervenir. Ça représente quand même une partie assez importante de leur financement. Et ils ont développé toute une gamme qui correspond à toute la batterie de besoins qu'on peut avoir en investissement et qui sont ouverts aux Français de l'étranger sous forme de nominatif, c'est-à-dire que vous allez
avoir votre souscription qui est inscrite dans les livres de la société CVE. Donc vous voyez, on va pas les détailler, mais vous avez une gamme qui va de 5 000 euros minimum à 100 000 euros. Vous allez avoir des coupons qui vont varier en fonction du risque et en fonction du montant. Donc si vous êtes à 5 000 euros, ben, vous allez avoir que 7%. Et le risque, comment il va se matérialiser? Ben, c'est toujours mieux dans ces grands groupes d'être sur la structure fêtière. Parce que ben, c'est là où les capitaux arrivent en premier et qu'on ne peut pas mettre en faillite le groupe de tête. On peut toujours mettre une filiale en faillite alors que le groupe de tête continue à exister, mais si le groupe de tête n'existe plus, les filiales elles sont condamnées. Donc c'est toujours mieux d'être sur les structures de tête. C'est pour ça que ça rapporte un petit peu moins ou que les financements sont plus élevés. Donc toute cette gamme-là de placements, on peut vous la proposer avec des durées aussi qui sont variables. Et donc vous voyez que plus la durée est longue, plus ils vont essayer d'introduire des options pour pouvoir vous permettre de sortir plus vite. Donc schématiquement, vous êtes entre 7 et 8%. C'est pas miraculeux, hein, mais ça vous permet d'avoir un peu plus que ce que vous pouviez avoir sur les marchés financiers tout à l'heure, avec peut-être un peu plus de risques. Vous allez avoir un peu plus aussi que sur les SCPI, avec aussi un peu plus de risques, mais vous savez aussi dans quoi vous investissez. Vous arrivez à visualiser les investissements, la destination de vos fonds. Et nous, ça a beaucoup de succès. Et ça va être la troisième année qu'on fonctionne avec CVE. Donc voilà ce qu'on voulait vous évoquer au niveau de la dette privée financière. Troisième catégorie que je voulais évoquer ce soir, et c'est d'actualité parce qu'on l'a agréé il n'y a pas très longtemps, c'est ce qu'on appelle de la dette privée immobilière. Donc ça, c'est pas vraiment ça ressemble à du crowdfunding, mais on va pas être, on joue pas tout à fait dans la même division. Donc là, l'opération qu'on vient de valider, c'est de financer 3 opérations simultanément par un promoteur qui est du côté de Saint-Germain-en-Laye, à côté de Paris, qui est expérimenté, qui est solide financièrement, qui a 3 opérations en cours de développement, et il aimerait avoir un petit peu d'argent parce que avant d'arriver au stade où il peut lever du crédit bancaire. Et donc on a 3 opérations. La première, c'est d'aller refinancer des fonds propres qui sont engagés dans la construction d'une résidence senior. Je crois que c'est à Chatou. La deuxième opération, c'est d'aller financer une partie des fonds propres qu'il avait injectés dans un ensemble immobilier de santé qui est en train de développer à Croissy-sur-Seine. Et la troisième opération, c'est aussi la construction d'un immeuble d'activité de bureau à Croissy-sur-Seine où il a besoin d'un complément de financement. Ces 3 opérations, moi je les ai vues, j'en ai pas trop parlé, mais on pourra en dire 2 mots tout à l'heure. Mais dans ma longue vie, j'ai pas mal fait de crédit promoteur et donc c'est des opérations que j'ai analysées. Je considère qu'elles sont correctes, mais j'avais besoin quand même d'une validation complémentaire. C'était que comme on refinançait une partie de fonds propres qui étaient déjà dans le groupe, je voulais être sûr que le promoteur soit en situation financière correcte. Donc on a demandé un audit financier auprès de la société Eight Advisory qui est assez connue et on vient de récupérer cet audit financier et il est plutôt positif. Donc cette opération, on va la proposer à notre client. Elle est un peu différente parce que le montant minimum, il est de 100 000 euros. La durée maximum, elle est de 24 mois. On pense qu'ils seront remboursés beaucoup plus vite. Le coupon, il est plus élevé parce que c'est aussi une opération compliquée. Donc, on va être sur 10%. Ce coupon sera versé semestriellement et les garanties sont assez solides parce que comme c'est des financements entre un groupe et ses sociétés filles, il va y avoir une garantie qui est très forte en droit qui s'appelle la fiducie sûreté et qui va permettre de bloquer pour le compte du créancier, du créancier que nous allons être, hein, que nos clients vont être, les créances qui sont détenues par le groupe du promotion dans les différentes opérations. Voilà un petit peu schématiquement cette opération-là. On a reçu, donc, je vous disais, le rapport d'audit cet après-midi. Sinon, on ne vous en aurait pas parlé. Et c'est pareil, c'est accessible aussi aux Français de l'étranger. Steph, on va essayer de se donner quelques minutes pour parler de Mots pour Patrimoine après avoir noyé nos auditeurs avec beaucoup de chiffres et de placements financiers. Alors, juste en quelques mots pour qu'on vous libère. Ouais. C'est quoi Mots pour Patrimoine? Écoutez, d'abord, j'espère que les éléments qu'on vous a apportés, vous les avez trouvés intéressants. Et en tout cas, si vous voulez poursuivre la discussion
Nous sommes à votre service. Mon beau patrimoine existe depuis 40 ans. Aujourd'hui, nous comptons un peu plus de 2000 clients. On gère un peu plus de 300 millions d'euros d'actifs. Et le pôle international que je gère moi, c'est 50 millions d'euros. Donc Patrick l'a longuement dit, hein, qui est le président de Mon Beau Patrimoine, a une expérience dans la banque d'abord. Il a également dirigé une société de private equity qui était spécialisée dans le retournement. Vous l'avez pu le constater, Patrick a une longue expérience également dans le crédit, donc l'immobilier. Et voilà, tout ça pour dire que vous avez des expertises au sein du cabinet pour vous accompagner, en tout cas, sur l'ensemble des solutions possibles en termes d'investissement. Moi-même, j'ai eu un parcours en banque privée, gestion de fortune, en France et à l'étranger. Voilà, on connaît bien la place française, on connaît bien la place luxembourgeoise. On a des partenaires aux États-Unis, on est outillé pour vous accompagner. Voilà. Également, quand même, un élément important, on a une collègue qui s'occupe de la couverture santé pour les expatriés. Donc, si jamais c'était pas l'objet de notre webinaire ce soir, mais s'il y a des besoins, il y a son adresse email, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra éventuellement également vous conseiller sur ce point-là. Pour vous conseiller sur l'ensemble des actifs financiers qu'on a évoqués et les supports, il faut avoir des agréments en France parce que c'est des métiers qui sont très largement surveillés. Pour l'assurance vie, on est outillé. C'est la raison pour laquelle on peut vous accompagner et donc vous conseiller de l'assurance vie. La santé individuelle, je l'ai évoqué. On fait également, ce sont les autres métiers du groupe, de l'assurance automobile. Sur le conseil en investissement financier également, là, on est suivi par l'ACPR, donc Banque de France. Le conseil en investissement financier, pardon, c'est l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. La CPR, c'était la partie assurantielle, pardon. L'AMF également, c'est le private equity, c'est des solutions qu'on propose également. C'était pas l'objet du webinaire de ce soir. Les CPI, on les évoqué, les comptes titres, on les a évoqués en France, au Luxembourg et aux États-Unis. On a également notre métier qu'on n'a pas longuement évoqué, qui nous permet de proposer des solutions de crédit, en tout cas aller sourcer des crédits pour nos clients. Et on est détenteur de la carte de transaction T pour l'immobilier, donc on peut aller sourcer les biens pour nos clients. Voilà. Donc, voilà. Je crois qu'on a tout dit. On a essayé d'aller vite quand même sur la dernière partie, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui nous ont déjà entendus. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions à poser, vous voyez, c'est écrit, utilisez la fonction chat. Et on essaiera d'y répondre dans la mesure de nos compétences. Si vous souhaitez joindre Steph, vous avez son adresse. Si vous voulez son portable, il vous le donnera si vous lui demandez par mail. Il organisera une visio si vous le souhaitez pour écouter vos besoins et vous proposer des solutions patrimoniales qui correspondent à ce que vous attendez. Voilà, donc je vous laisse, là je bavarde pour vous laisser le temps de poser les questions, mais ce soir vous n'êtes pas très curieux. On a souvent beaucoup de questions, mais pas ce soir. Donc écoutez, on se laisse 2-3 secondes pour... voilà. Je crois que Steph, vous allez pouvoir écouter... allez voir. Il y a une question, c'est parce que vous avez envie de me mettre en retard depuis une minute. Le chat est déshabilité. Je sais. Excusez-moi. Comment vous avez fait pour m'écrire s'il est déshabilité? Je vais essayer de régler le problème. En plus, moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Et voilà, recliquez là, on va voir. C'est bien. Que fonctionne. Question, mais pas le chat. Vous savez faire ça? Non. Là, c'est pas bon ça. On va travailler parce que ça nous est jamais arrivé. Ça. Écoutez, écrivez-nous. Vous avez l'adresse mail.
On pourrait. On est désolé de ce. On est vraiment désolé de ce désagrément. Mais voilà. Ah, Donc, cliquez un peu sur chat. Hein, Ouais. Ah, il se passe rien. ouais. Là, ça marche parce qu'on on a fait une manipulation. Voilà. Si on donne un mandat de gestion, vous garantissez le rendement. Je sais pas, ça dépend quel mandat de gestion vous nous demandez. Si vous demandez d'investir que sur des produits qui sont garantis en capital, on vous garantira le rendement. Mais vous n'aurez pas beaucoup. Elle était succincte la réponse, mais j'espère qu'on a. C'est un peu ce qu'on vous disait au début, c'est-à-dire que on peut pas avoir de rendement si on prend pas de risque. Donc même, imaginons que je vous propose un produit qui soit très rentable, je vous garantis le risque. Est-ce que vous êtes sûr que j'aurai la capacité financière à vous couvrir le risque s'il se matérialise? Donc voilà. Monsieur, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je crois que on peut garantir beaucoup de choses. On en parlait tout à l'heure des sociétés immobilières qui garantissaient le loyer, comme Pierre et Vacances ou comme Résidé-Ville. C'est pas pour autant que le loyer il a été payé, pourtant il était garanti. Hein. Donc il faut toujours faire attention à celui qui garantit. Donc par contre, ce qu'on peut vous aider, c'est à mesurer le risque en fonction des placements qu'on vous a proposés. On ne vous a pas caché tout à l'heure quand on vous a parlé de CVE ou quand on vous a parlé de l'opération immobilière que c'est des placements qui rapportaient plus que les obligations, mais qui étaient un peu plus risqués aussi, qui étaient moins liquides. Donc après, l'investisseur, il fait son choix en fonction de ses attentes en termes de revenus et de ses attentes en termes de risque. Et nous-mêmes, on est investisseurs et quand on investit, on est obligé de tenir compte de ces deux contraintes et on investit que dans des produits qu'on propose à nos clients. Voilà. Bon, en tout cas, merci de votre attention. Je vous souhaite, je ne sais pas si à tous, je dois souhaiter une excellente soirée ou une excellente après-midi. Et je vous dis en tout cas à très bientôt. On vous enverra un replay du webinaire, comme toujours. On vous enverra une copie des slides et on vous enverra prochainement l'ordre du jour du prochain webinaire. À très bientôt. Merci de votre attention. Steph, merci. Merci. Au revoir.